Donc, ce premier cours d'immunologie générale 01 est une présentation de l'organisation générale de l'immunité qui comprend la description de quelques éléments utiles pour les cours suivants après avoir fait quelques rappels vraiment très nécessaires. Donc, n'oubliez pas de revoir les prérequis de S3 à ce sujet, à savoir en histologie la présentation des leucocytes dans le module sur le sang et la présentation sur les principes de l'immunité innée dans le module sur les agents infectieux. Donc cette première diapo n'est qu'un rappel de ces deux principes que sont l'immunité innée et l'immunité spécifique et bien comprendre comment elles sont complémentaires. Donc l'immunité innée est un ensemble de mécanismes basés sur les capacités de défense propres à chaque tissu. Elle est immédiate, elle ne présente pas de mémoire et elle réagit à des signaux peu spécifiques que sont les PAMP et les DAMP. Elle est constituée de barrières permanentes et inductibles et pour aller jusqu'au bout, on pourrait considérer que le microbiote normal fait aussi partie de ces capacités de défense. Dans le module que nous allons voir maintenant, nous allons surtout détailler cette deuxième partie qui est l'immunité spécifique, qui, elle, correspond à la capacité de répondre de façon beaucoup plus précise à un antigène. Et peut-être en faisant intervenir aussi des cellules immunocompétentes qui agissent à la fois en immunité innée et acquise. Donc cette immunité acquise, première caractéristique, elle est spécifique des vertébrés. Deuxième caractéristique, elle présente une mémoire. C'est-à-dire qu'elle se modifie, elle s'amplifie, elle se différencie au fur et à mesure des expositions, avec en espoir qu'elle soit de plus en plus efficace et anodine par rapport à la protection de l'individu. Historiquement, il y a eu énormément de recherches bien sûr et on aime bien séparer deux composantes, on verra par la suite comment elles interagissent. Une composante basée sur les anticorps, qu'on appelle immunité humorale, puisque les anticorps sont solubles dans un grand nombre de liquides de l'organisme, à savoir ce qu'on appelait avant les humeurs. Et d'autre part, l'immunité cellulaire, qui, elle, n'est pas forcément liée à ces anticorps, mais plutôt à des effets directs de cellules reconnaissant les antigènes, en particulier les lymphocytes T. Donc, pour l'immunité innée, ce tableau récapitulatif vous montre l'ensemble des barrières permanentes et inductibles qu'on peut classer sommairement en barrières locales au niveau de chaque tissu en fonction de ses capacités de défense physico-chimiques propres et puis des réactions qui peuvent s'y dérouler par exemple sous l'influence de médiateurs neuro-humains. Par exemple, la toux, la diarrhée, le vomissement, le prurite, l'éternuement, etc. Donc chaque tissu possède ses propres barrières, vous en avez vu beaucoup comme les interférons, etc. Deuxièmement, des mécanismes qui ont une action un peu plus régionale, parce que, par exemple, l'inflammation a tendance à se propager, ou d'autres systèmes comme le complément qui vont intervenir sur l'ensemble d'une région. Donc deux éléments qu'on va plus décrire dans ce module. Et enfin, troisièmement, les effets systémiques, puisqu'un certain nombre de ces médiateurs produits en particulier les cytokines solubles dans le sang et dans la lymphe, vont avoir des effets à distance. Des effets, par exemple, comme la fièvre en agissant sur l'hypothalamus et d'autres systèmes nerveux, et des effets sur un ensemble de molécules produites dans le foie, ce qu'on appelle les protéines de la phase aiguë de l'inflammation, et qui là recouvrent un grand nombre d'actions sur la coagulation, sur le métabolisme, sur des effets antimicrobiens directs,
et que nous allons là aussi détailler. Donc attention, l'ensemble de ces mécanismes concourent bien sûr à la protection, mais aussi à des symptômes, et en particulier la flèvre, l'inflammation, les réactions nerveuses dans les tissus. Et il n'est pas toujours évident d'en réaliser l'origine, la cause, puisque c'est non spécifique, et donc de grands nombres d'éléments microbiens ou pas, ne serait-ce que des lésions tissulaires, peuvent enclencher ça, et donc être à l'origine des symptômes. Enfin, dernier rappel, c'est le concept de cellules immunocompétentes, avec une distinction de base qui est d'une part les cellules réagissant directement et spécifiquement aux antigènes, à savoir les lymphocytes T et B, et d'autre part l'ensemble des autres cellules considérées immunocompétentes parce qu'elles peuvent agir grâce aux anticorps. Donc toutes ces cellules ont en commun d'avoir des récepteurs RFC capables de fixer les anticorps qui vont servir de médiateurs entre la cellule et donc ses actions et la cible, parce que l'anticorps reconnaîtra l'antigène à la surface de cette cible. Donc, leucocytes, rappel sur les leucocytes, l'ensemble des cellules entre guillemets blanches qu'on trouve dans le sang, mais bien sûr aussi dans les tissus, par opposition aux autres cellules rouges. Alors, ces leucocytes sont aussi donc, des cellules immunocompétentes et vont intervenir à des degrés divers dans l'immunité innée et acquise. Il y a un ensemble particulier de ces cellules qu'on regroupe sous le terme de PBMC, à savoir l'ensemble des periphéral blood mononuclear cells, c'est-à-dire lymphocytes plus cellules mononucléées comme les monocytes, macrophages, cellules apparentées. Alors pourquoi on aime bien ça ? Eh bien parce que déjà, d'un point de vue simplement de la purification, c'est difficile de les séparer. On travaille souvent sur des mélanges de cellules plutôt que sur des cellules pures. Et d'autre part parce qu'elles travaillent très souvent en complémentarité. Le leucocyte, c'est vraiment l'objet du cours d'histologie. Je ne vais pas détailler, mais juste comme objectif pour ce module, il est important que vous ayez en tête une idée de ce qu'en c'est qu'un leucogramme normal. Je vous ai mis ici un exemple, à savoir celui du chien, mais vous prenez celui que vous voulez. Donc, bien avoir une idée de ce qu'est le leucogramme normal. Quels sont les facteurs de variation dits physiologiques, puisqu'on n'a jamais des valeurs très, très précises, mais des intervalles acceptables. Donc, quelles sont ces variations physiologiques, mais aussi quand est-ce qu'on aura des variations qui sont plutôt pathologiques et qui peuvent aider au diagnostic. Donc là, on a parlé des cellules qui sont dans le sang, qui n'en sont la partie émergée de l'iceberg des cellules immunocompétentes. Faites bien attention qu'il y a beaucoup de mécanismes de régulation pour ces distributions des cellules dans cette circulation entre le sang, les organes lymphoïdes primaires et secondaires et les tissus où elles auront peut-être des actions. Donc, juste pour finir ces rappels, voici un panorama des cellules immunocompétentes que vous aurez vraiment à acquérir à la fin du module. Là, il est juste là pour finir cette introduction. Donc parlons maintenant un peu de ces éléments généraux dont vous aurez besoin pour l'ensemble des cours, à savoir en premier lieu ce qu'on appelle un CD, c'est-à-dire un Cluster of Differentiation. Donc le CD, c'est un système en fait de classement des cellules grâce aux CD qu'elles expriment. Et donc on va utiliser des anticorps de référence qui ont été choisis grâce à des travaux de recherche et caractérisés et acceptés sous forme de consensus scientifique, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire, afin d'avoir une idée de leur intérêt. Donc ces classements correspondent à des anticorps disponibles soit pour la recherche, soit des fois même pour la thérapeutique,
parce qu'ils permettent d'identifier un groupe de cellules bien au-delà du phénotype simplement observable au microscope. Parce qu'ils correspondent à l'expression de récepteurs. Donc voici sur votre figure un simple exemple, c'est comment le CD25 va permettre de caractériser parmi l'ensemble des lymphocytes ceux qui sont des lymphocytes T activés. Puisqu'on va avoir des marqueurs qui existent de façon normale sur l'ensemble d'une lignée cellulaire, et d'autres de façon permanente, et d'autres qui sont inductibles, donc apparaîtront au fur et à mesure du développement, de la différenciation, mais aussi de l'état d'activation des cellules. Donc c'est assez pratique d'analyser l'expression d'un CD pour savoir à quel type de cellule, voire même sous-type de population cellulaire on a affaire, et où est-ce qu'elle en est de son développement et de son activité. Alors, grâce aux travaux de recherche, on a maintenant une idée de plus en plus nette de à quoi correspondent ces CD qui au départ avaient été un peu instrumentalisés, parce qu'on a maintenant réussi à identifier quelles structures effectivement reconnaissent les anticorps qui sont des anticorps anti-CD. Donc ça peut être des structures membranaires, le plus souvent des monomères ou des polymères, qui sont très souvent protéiques, donc assez variables d'une espèce à l'autre. Donc des récepteurs, des facteurs d'adhésion entre cellules, etc. Donc qui jouent des rôles dans les interactions des cellules entre elles et avec leur environnement. Alors vous connaissez sûrement les termes de CD4 et CD8, c'est les premiers. Certains CD sont assez complexes parce qu'ils correspondent qu'à une partie d'un récepteur beaucoup plus complexe qui est polymère. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Simplement vous dire que c'est très utile, donc à la fois pour analyser la figure, n'est pas du tout à apprendre, mais vous montre comment plusieurs CD, l'expression de plusieurs CD vont permettre de savoir à quel type de cellule on a affaire. C'est rare qu'un seul CD suffise, ça va être combiner l'expression de plusieurs CD pour savoir quel est le type cellulaire. Alors, un des moyens d'analyser ces CD le plus complexe, mais le plus performant, c'est la cytométrie de flux. C'est l'utilisation d'un appareil assez sophistiqué. Alors maintenant, il en existe des versions plus simples, mais au départ, c'était vraiment des très grosses machines qui permettent d'analyser un prélèvement liquide dans lequel il y a des cellules, donc souvent du sang ou de la lymphe, etc. Et on va faire passer les cellules dans des très très fins capillaires, donc par exemple une dizaine de milliers de cellules du sang, et chaque cellule va passer devant un faisceau lumineux très très fin, un rayon laser à une longueur d'onde bien déterminée. Et donc là, on pourra mesurer plusieurs choses grâce à des capteurs et bien sûr des logiciels d'interprétation. Donc premièrement la taille de la cellule, puisque ça va bloquer le passage de la lumière, et sa granulosité, puisque plus elle a de granules, plus sa surface est bosselée, et plus on aura des ombres projetées, une aura et pas un signal clair de coupure du signal lumineux, et puis surtout la coloration qu'elle va émettre, si on a utilisé des anticorps marqués avec des marqueurs fluorescents, puisque la longueur d'onde du laser va activer cette fluorescence, et donc, comme vous l'avez sur la figure, on pourra, en utilisant par exemple des anticorps marqués avec un fluorochrome jaune et des anticorps marqués avec un fluorochrome vert, distinguer 4 groupes et compter le nombre de cellules qui ont ni l'un ni l'autre, soit des jaunes, soit des CD verts, soit à la fois des CD jaunes et verts. Donc des appareils de plus en plus performants qui non seulement comptent les cellules, vous avez par exemple, vous pouvez faire une fenêtre et compter le nombre de cellules qui est dans la zone là dessinée avec un rayon vert,
qui sont à la fois des cellules très lisses, un peu granuleuses, et qui expriment beaucoup de CD45. Donc on peut faire du comptage cellulaire, etc. et même aller encore plus loin, parce qu'avec des systèmes de SAS aimantés, on pourra dire, tiens, on garde les cellules qui ont telle caractéristique et on ne garde pas les autres. Donc faire du tri cellulaire, ce sont les cytomètres les plus perfectionnés pour pouvoir, par exemple, purifier dans le sang uniquement des cellules souches précurseurs des autres cellules parce qu'elles expriment le CD34. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus en thérapeutique dans les traitements de certaines leucémies, immunodéficiences, etc. Alors, autre exemple d'utilisation des CD en immunomarquage, avec ici un exemple classique qui est l'utilisation du CD20, qui est un marqueur assez typique des lymphocytes B et pour lequel il existe dans le commerce de nombreux anticorps anti-CD20 qui sont utilisés à des fins de diagnostic, de recherche et même de thérapeutique, puisque maintenant, vous savez, on parle de plus en plus d'immunothérapie. Donc, l'utilisation en immunohistochimie d'un marqueur anti-CD20 peut montrer un marquage tout à fait normal, comme vous avez ici sur cette figure, où dans un ganglion lymphatique, on va voir que tous les follicules lymphoïdes ont une très forte coloration, puisqu'ils contiennent beaucoup de lymphocytes B, c'est normal. En revanche, sur cette figure en bas à gauche, vous avez une image tout à fait anormale parce qu'il s'agit d'un rein dans lequel le marquage CD20 devrait être très 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 faible, anecdotique, alors que là, au contraire, on voit qu'il y a beaucoup de marquages qui correspondent à l'infiltration de ce rein par des lymphocytes et probablement des lymphocytes anormaux en fait. Il s'agit d'une tumeur rénale d'origine lymphoïde. Donc vous voyez l'intérêt de ce genre d'outil. Deuxième élément général intéressant pour aller en immuno, c'est tous les mécanismes de communication intercellulaire. Parce que les cellules immunocompétentes communiquent beaucoup entre elles, et puis elles communiquent aussi avec les tissus adjacents, avec le micro-environnement et peut-être même avec les matrices extracellulaires et des tissus à distance. Donc deux grands principes de communication pour simplifier. D'une part, les systèmes de contact entre cellules qui vont exprimer des paires de ligands complémentaires. Donc comme ça, elles pourront savoir qui elles sont et à quel état elles sont d'activation, de différenciation, voire même s'échanger des signaux d'activation puisque ces ligands souvent sont couplés à des voies de signalisation intracellulaire pour amener la cellule à effectuer différentes actions. Lorsqu'il y a eu fixation du ligand complémentaire qui était présent sur une autre cellule. Donc ça marche entre cellules adjacentes, mais ça marche aussi avec des matrices. Deuxième système, ce sont des éléments solubles, par exemple des cytokines, des hormones, etc., pour lesquels la cellule immunocompétente aura des récepteurs et va réagir. Donc attention, ça marche à la fois pour des éléments propres au système immunitaire, mais aussi pour des éléments qui ne sont pas vraiment des éléments du système immunitaire, comme des hormones ou des neuromédiateurs, et c'est ce qui va assurer la bonne coordination entre le système immunitaire et le reste de l'organisme, et c'est ce qui explique aussi comment l'immunité est fortement influencée par le reste de la physiologie. Par exemple, comment l'immunité varie au cours des cycles sexuels en fonction des taux des différentes hormones sexuelles, ou comment elle varie au cours de phénomènes psychiques comme le stress. Donc ces communications pour cytokines, en fait, c'est comme un langage qui va baser sur un grand nombre de, entre guillemets, mots et même de phrases. Parce qu'on a chaque cytokine
est un mot et la complémentarité, l'action combinée de plusieurs cytokines va conduire en fait à des phrases entre cellules. Donc on connaît plus de 150 cytokines différentes qu'on peut regrouper de façon un peu simpliste, soit par leur structure, qui sont plus ou moins proches, soit par le type de cellules productrices, soit par leur fonction, sachant que quand même elles sont rarement monoblocs, très souvent elles ont plusieurs cellules productrices, plusieurs formes structurelles selon qu'elles sont en monomère ou en dimère, etc., et plusieurs actions, de ce qu'on appelle des systèmes de pléiotropie. Donc les cytokines sont produites tout au long de la réponse immune, aussi bien, comme vous l'avez vu, par des cellules tissulaires comme les cytokines pyrogènes, les cytokines pro-inflammatoires, que au cours de la réponse spécifique, et dans ce cas-là, eh bien, ce sont principalement les lymphocytes, et surtout les lymphocytes T, qui produisent un très grand nombre de cytokines. Donc ces cytokines sont produites de façon vraiment inductible. Il y a une énorme régulation. À la fois une régulation dans la production d'une cytokine. La cytokine ne sera produite qu'en réponse à une stimulation de différentes natures. Que ce soit un signal de danger, que ce soit un antigène lorsque c'est un lymphocyte T qui réagit à l'antigène qu'il est capable de reconnaître, ou une autre cytokine. Donc différents signaux qui régulent la production, et d'autre part, différents signaux qui régulent l'expression du récepteur nécessaire pour que la cytokine soit fonctionnelle. Donc ça dépendra beaucoup de l'état de différenciation de la cellule, selon qu'elle exprime ou pas le récepteur, et donc qu'elle soit sensible ou pas à l'action d'une ou plusieurs cytokines combinées. Donc mode d'action, plusieurs niveaux. La cellule elle-même est très souvent en train de s'auto-réguler, ce qu'on appelle des systèmes autocrines. Elle sait un peu où elle en est de sa production de cytokines, si on peut simplifier. Par exemple, parce que s'il y a là un récepteur à la cytokine qu'elle produit, lorsqu'il y a complète saturation de ce récepteur, eh bien, ça peut conduire la cellule à arrêter la production de cette cytokine. Deuxièmement, des situations paracrines entre cellules adjacentes. Et troisièmement, des situations endocrines entre des cellules à distance, si la cytokine est à la fois soluble et stable au point de tenir assez longtemps pour avoir un effet sur des tissus plus lointains. Cependant, ces actions sont très difficiles à doser, à analyser, parce qu'elles sont à des échelles très faibles, de l'ordre du nanogramme, voire même du picogramme. Donc ce ne sont pas toujours des dosages faits en routine, beaucoup plus des dosages faits en recherche ou en secteur hospitalier, enfin pour de la médecine spécialisée. L'autre chose, ce sont les actions en cascade. C'est que souvent vous avez une première cytokine qui va induire l'expression de récepteurs et l'expression de cytokine 2. Donc vous avez une cytokine 1, puis une cytokine 2, puis une cytokine 3 qui vont agir sur différents tissus. Donc vous voyez cet effet pléiotrope et en cascade. Donc chaque cytokine va avoir plusieurs effets. Quelquefois ces effets sont dose dépendants, parce que ça agira plus ou moins selon l'affinité des récepteurs sur différents types cellulaires. Et du coup on arrive à cette idée de profil de cytokine. C'est qu'une cytokine va rarement agir seule, elle va agir en combinaison avec les autres, et que du coup on a souvent des expressions de groupes de cytokines qui agissent en synergie. C'est ce qu'on appelle des profils de cytokines. Donc des actions d'activation, des actions de prolifération, induire la mitose sur un certain nombre de types cellulaires, des actions de différenciation, et puis des actions d'action, que ce soit déplacement des cellules, sécrétion, etc., etc.
Donc voici un tableau un peu synthétique où je vous ai listé, c'est pas à savoir par cœur, ne vous inquiétez pas, mais voilà un groupe de cytokines pro-inflammatoires, un groupe de cytokines pyrogènes, inductrices de fièvre, le groupe des interférons, le groupe des cytokines particulièrement impliquées dans la régulation de l'activité des lymphocytes, un groupe de cytokines particulièrement impliquées dans la création de nouveaux leucocytes dans les organes lymphoïdes, et en particulier ce qu'on appelle les CSF, Colony Stimulating Factor. Un groupe de cytokines impliquées dans l'attraction des cellules sur un lieu d'action, ce qu'on appelle les chemokines, donc qui vont faire du chimiotactisme. Et puis d'autres, on en découvre tous les jours des cytokines et on voit à quel point elles peuvent être importantes dans certains mécanismes. Juste un exemple, on a compris récemment le rôle de l'interleukine 31 dans le prurite, à tel point qu'il est maintenant envisagé d'utiliser des anticorps anti-31 pour réduire des phénomènes de prurite qu'on n'arrive absolument pas à calmer par ailleurs. Donc d'actions sur le système immunitaire, mais aussi des actions sur d'autres systèmes. Je vous ai dit, par exemple, le TNF est une cytokine qui a un fort effet sur le métabolisme général. Vous avez des cytokines qui agissent sur la coagulation, sur la vascularisation, sur la cicatrisation, etc. Et même des cytokines qui agissent sur le comportement, sur le degré général d'activation, la régulation veille-sommeil, etc. Donc, à but d'illustration, c'est pas du tout à retenir. Voici deux schémas qui vous montrent comment on peut présenter les effets des cytokines. Donc, voyez, en haut, vous avez les cellules productrices et les cellules qui sont, sur lesquelles vont avoir l'effet de l'interféron gamma. Et pour chaque type cellulaire, quel est l'effet principal? Et le dessin du dessous, c'est l'interleukine 2, avec, vous voyez, le lymphocyte T est la principale source de production d'interleukine 2, mais il y est aussi sensible. Et cette interleukine 2 va agir aussi sur des monocytes, sur des NK, sur des lymphocytes B, sur d'autres lymphocytes T, etc., etc. Donc, autre schéma d'illustration, c'est la dynamique de production des cytokines. Et puisque là, vous avez un exemple d'un macrophage qui, au cours d'une stimulation, par exemple par une endotoxine, eh bien, en fonction de ce niveau de stimulation, de sa prédifférenciation qu'il avait et du degré de stimulation, eh bien, il est capable de produire de nombreuses cytokines. Donc là, je vous ai mis sur la figure interleukine 1, interleukine 8, TNF-alpha, interleukine 6, IL-12. Donc chacune de ces cytokines va avoir des effets locaux, donc pas tout à fait les mêmes, des effets pro-inflammatoires, chimiotactiques, activateurs de différentes populations cellulaires localement. Et en plus, si les doses sont élevées, certaines de ces cytokines vont aussi avoir des effets à distance, de fièvre, etc., etc. Donc vous voyez qu'au cours du temps, la cellule va produire tout un panel de cytokines à des doses variées. C'est ce que je vous avais dit, cette histoire de profil de cytokines. Voilà, nous avons fini cette introduction. Elle vous a ouvert à de nombreux éléments qui montrent que ce module vous demande d'être capable de décrire les acteurs moléculaires, cellulaires, du fonction normale de l'immunité, mais aussi de commencer à aborder des points de réflexion sur ce que c'est que le fonctionnement normal. Et c'est seulement après, dans le module suivant d'immunologie médicale, que vous verrez comment on peut appliquer ça à la médecine vétérinaire et en particulier à la vaccination et à l'utilisation des immunomodulateurs lorsqu'il y a des troubles de l'immunité.
Et puis quand vous aurez là aussi des questionnements sur les maladies du système immunitaire, comme les tumeurs, etc. Donc n'oubliez pas d'associer ce cours aux cours qui ne font pas l'objet de vidéos comme les miennes, mais qui sont quand même très très importants pour aller plus dans le détail de l'anatomie du système immunitaire et de l'histologie de toutes les cellules qui sont impliquées. Voilà, à bientôt pour les cours suivants.